Moins de 2%. C'est la part estimée du territoire ukrainien que la Russie a gagné depuis 2023. Après des années de guerre à grande échelle, après une mobilisation massive, après des niveaux historiques de dépenses militaires, après des centaines de milliers de victimes, les gains territoriaux restent minimes. Ils ne se mesurent pas en régions, ni en provinces, mais en fragments, des villages, des lisières de forêt, des zones industrielles. Dans certains secteurs, les forces russes avancent de quelques centaines de mètres par jour, parfois moins. Ce n'est pas la guerre que beaucoup attendaient. La Russie est entrée dans le conflit avec une supériorité numérique, plus de chars, plus d'artillerie, plus de soldats. L'Ukraine est entrée avec moins de ressources, une armée plus petite, une base industrielle plus faible. Et pourtant, le résultat défie la logique traditionnelle. Ce n'est pas simplement une histoire de résistance, c'est une histoire de transformation. Car le champ de bataille lui-même a changé, et l'Ukraine s'est adaptée plus vite. Au cœur de ce changement se trouve un concept qui a discrètement remodelé la guerre moderne, la zone de destruction moderne. Ce n'est pas une ligne, ce n'est pas une tranchée, mais un système. Un système fondé sur la surveillance, la précision, l'automatisation et la vitesse. Pour comprendre pourquoi l'avancée russe a ralenti, pourquoi l'attrition favorise désormais le défenseur et pourquoi les guerres futures pourraient être très différentes, nous devons comprendre comment les zones de destruction ont évolué et comment l'Ukraine les a reconstruites pour le XXIe siècle. Première partie, comment fonctionnaient les zones de destruction autrefois. Pendant la majeure partie de l'histoire militaire, les zones de destruction étaient simples, visibles, statiques et limitées. Durant la Première Guerre mondiale, le champ de bataille était dominé par les tranchées, deux armées enterrées dans le sol. Entre elles s'étendait un terrain découvert, de la boue, des champs criblés de cratères, aucun abri. L'artillerie bombardait les lignes ennemies, puis l'infanterie avançait. Les mitrailleuses ouvraient de feu. La zone de destruction était l'espace entre les tranchées, souvent large de quelques centaines de mètres. Si les soldats la traversaient, ils survivaient, sinon ils y mouraient. C'était la guerre d'attrition à l'état pur. La Seconde Guerre mondiale a modifié ce modèle. La mobilité est revenue. Les chars ont percé les lignes statiques. L'aviation a fourni un appui aérien rapproché. L'infanterie mécanisée a suivi. Les zones de destruction se sont étendues, mesurées désormais en kilomètres. Mais elles dépendaient toujours de la masse. Chars en masse, puissance aérienne en masse, logistique en masse. La supériorité aérienne comptait, mais elle exigeait une infrastructure énorme. Pilotes, carburant, pistes, équipes de maintenance. Chaque frappe nécessitait une coordination lourde. La guerre froide a affiné ce modèle. L'OTAN et le pacte de Varsovie ont construit des défenses en profondeur. Champs de mines, bunkers en béton, obstacles anti-chars. Les blindés ennemis étaient canalisés vers des couloirs prédéfinis, où l'artillerie et les armes anti-chars attendaient. Ces zones étaient planifiées des années à l'avance, cartographiées, répétées. Elles étaient puissantes, mais aussi prévisibles et coûteuses. Elles reposaient sur des positions fixes, une infrastructure lourde et un commandement centralisé. Ce modèle a dominé la pensée militaire pendant des décennies, jusqu'à ce que la technologie le rende obsolète. Deuxième partie, la révolution des drones. Le XXIe siècle a introduit quelque chose de nouveau, une puissance aérienne bon char. Avant les drones, la supériorité aérienne était rare, seuls les États puissants pouvaient se la permettre. Aujourd'hui, un drone FPV à $400 peut faire ce qui nécessitait autrefois un avion de chasse. Voler bas, éviter les radars, transmettre de la vidéo en temps réel et frapper avec précision. Cela change tout, car la puissance aérienne n'est plus rare, elle est partout. Et quand la puissance aérienne devient bon char, le champ de bataille devient transparent. Chaque mouvement peut être observé, chaque concentration détectée, chaque erreur punie. L'Ukraine l'a compris rapidement, la Russie non. Troisième partie, pourquoi la doctrine russe a échoué. La doctrine militaire russe hérite largement de l'ère soviétique. Elle privilégie la masse, les grandes formations, les blindés lourds, les barrages d'artillerie profonds, les offensives larges. Cette doctrine assume que les pertes peuvent être absorbées, que les percées viennent de la pression, que le territoire se prend par la force. Mais les drones brisent cette logique.
Les grandes formations sont visibles, faciles à suivre, faciles à frapper. Les tranchées deviennent des autoroutes de drones. Les bunkers deviennent des cibles de précision. Les convois logistiques deviennent des listes de cibles. Dans l'Ukraine, les forces russes ont souvent construit de larges tranchées, des abris de profond, des grandes positions défensives. Elles étaient censées protéger les soldats. Elles les ont concentrés. Quand les drones sont arrivés, les pertes ont explosé. Un seul drone FPV pouvait entrer dans une tranchée, la parcourir sur toute sa longueur et exploser au milieu de dizaines de soldats. Des abris de taille section devenaient des sites de pertes massives. Les défenses statiques ne cessaient de protéger. Elles commençaient à tuer. L'Ukraine l'a vu très vite et a tout changé. 4e partie, la zone de destruction moderne. L'Ukraine n'a pas abandonné la défense, elle l'a redéfinie. La zone de destruction ukrainienne moderne n'est pas une ligne. Elle n'a pas de début clair, ni de fin claire. C'est une zone, souvent 10 à 40 km de profonde, remplie de senseurs, de drones, d'artillerie, de robots. Chaque mouvement à l'intérieur de cette zone est monitoré, non pas par des satellites, non pas par des avions, mais par des milliers de petits drones volant bas, silencieux, persistants. Ce n'est pas une surveillance par intermittence, elle est constante, et elle transforme le champ de bataille en piège. La stratégie ukrainienne des zones de destruction fonctionne non pas grâce à une seule arme, mais à un écosystème. Des drones, des robots, de l'artillerie, des senseurs, l'adaptabilité humaine. Il est décentralisé, résilient, rapide. Ce modèle pourrait définir les guerres futures, et ceux qui l'ignorent en paieront le prix. Ainsi, elle croit que la supériorité vient de la masse. Mais la masse n'a de valeur que si elle peut être employée. Et en Ukraine, la masse devient une cible. Un bataillon en mouvement n'est pas une force, c'est une signature. Chaleur, bruit, traces, signaux radio. Les drones le voient avant les commandants. Au moment où l'ordre est donné, la frappe est déjà en route. Les nombres ne submergent plus, ils exposent. Les offensives modernes reposent sur l'élan, la vitesse, la surprise, la coordination. Le système de zone de destruction ukrainien détruit les trois. La surprise disparaît sous une surveillance constante, la vitesse s'effondre face aux obstacles et aux frappes de drones. La coordination se brise lorsque les véhicules de commandement sont ciblés. Les offensives ralentissent, puis s'arrêtent, puis saignent. Les unités russes avancent souvent dans des zones déjà cartographiées, déjà observées, déjà préparées. Chaque mètre gagné coûte du temps. Chaque pause coûte des vies. L'offensive devient défensive, mais sans défense. Les guerres ne se gagnent pas au front, elles se gagnent derrière. Carburant, munitions, nourriture, évacuation médicale. L'Ukraine l'a compris. Les routes d'approvisionnement sont surveillées en permanence. Les drones suivent les camions à des kilomètres. Les ponts sont cartographiés, les voies ferrées surveillées, les dépôts identifiés. Les frappes sont sélectives, précises, implacables. Un char détruit peut être remplacé. Une chaîne logistique brisée, non. La logistique russe saigne en silence. Chaque retard s'accumule. Chaque pénurie se propage. Les unités en première ligne le ressentent d'abord. Le moral suit. La surveillance constante modifie l'esprit humain. Les soldats savent qu'ils sont observés, toujours. Il n'y a aucun moment sûr, aucun vrai repos, aucun angle mort. Un simple bourdonnement au-dessus de la tête suffit à figer les mouvements. La peur ralentit les décisions. La fatigue augmente les erreurs. Les erreurs entraînent des frappes. C'est une attrition psychologique, pas par la propagande, mais par la présence. Le champ de bataille lui-même devient hostile, même quand rien ne se passe. Autrefois, les tranchées signifiaient la survie. Elles réduisaient l'exposition. Elles offraient une protection. En Ukraine, les tranchées sont visibles, cartographiées par des drones, pénétrées par des drones, suivies jour et nuit. Les drones FPV volent à basse altitude. Ils longent les tranchées. Ils transforment la protection en piège. Les soldats se cachent ensemble et meurent ensemble. La dispersion devient la seule défense. Les grandes unités sont trop lentes, trop visibles. L'Ukraine s'appuie désormais sur des micro-unités. 2 soldats, parfois un seul, soutenus par des machines. Ces unités se déplacent silencieusement, communiquent numériquement, frappent à distance. Elles ne tiennent pas le terrain, elles le refusent à l'ennemi. Elles apparaissent, frappent, disparaissent. C'est une défense par le déni, pas par l'occupation. Chaque guerre a une horloge.
Autrefois, le temps favorisait l'économie la plus forte, la population la plus nombreuse. Aujourd'hui, le temps favorise celui qui apprend le plus vite. L'Ukraine apprend en combat réel chaque jour. La Russie s'adapte plus lentement. Les systèmes centralisés résistent au changement. La bureaucratie retarde l'innovation. La production accuse un retard sur la réalité. Le temps devient un ennemi, pas un allié. Un seul drone FPV peut coûter quelques centaines de dollars. Un char coûte des millions. Former un équipement prend des années. Remplacer un drone prend des heures. Ce déséquilibre s'accumule chaque jour. Les pertes ne sont pas symétriques. Elles sont exponentielles. Un camp saigne financièrement, l'autre saigne humainement. L'histoire montre quelle perte est la plus difficile à remplacer. La Russie est entrée en guerre avec une puissante force aérienne. Mais la supériorité aérienne exige un espace aérien sûr. Les drones et les défenses aériennes ont changé la donne. Les avions ne peuvent plus patrouiller librement. Les pilotes évitent les risques. Les sorties restent à distance. La précision en souffre. Pendant ce temps, les drones comblent le vide. Ils sont disposables, ils acceptent les pertes, ils ne se fatiguent pas. La puissance aérienne n'a pas disparu, elle a été remplacée. L'Ukraine traite la guerre comme un logiciel. Déployer, tester, mettre à jour, corriger. Chaque faiblesse devient une donnée. Chaque échec nourrit l'amélioration. Les modèles de drones évoluent chaque mois. Les tactiques chaque semaine. Les structures de commandement s'aplanissent. Les décisions se rapprochent du front. Cette agilité est meurtrière. La Russie peut copier la technologie. Elle peut fabriquer des drones. Elle peut mobiliser son industrie. Mais elle ne peut pas copier une culture. Le système ukrainien est décentralisé, compétitif, adaptif. Les systèmes russes sont hiérarchiques, rigides, lents. L'innovation exige la liberté, l'échec, l'itération. Sans cela, l'adaptation s'arrête. Il n'existe pas d'arme décisive unique, pas de drone magique, pas de missile miracle. La victoire vient de l'intégration. Senseurs, tireurs, commandement, logistique. L'Ukraine relie ces éléments plus vite. Voilà l'avantage, pas la technologie, mais la cohérence. À mesure que le front se stabilise, les coûts augmentent. Chaque mois sans percée épuise les ressources. Les équipements s'usent. Les vétérans sont perdus. Les nouvelles recrues manquent d'expérience. La Russie remplace par la quantité, l'Ukraine préserve la qualité. Avec le temps, cet écart se creuse. Un conflit congelé stoppe les pertes. Il fige les positions. Il fait gagner du temps. La Russie le comprend. Le temps ne garantit plus un avantage. Chaque année renforce le système ukrainien, pas celui de la Russie. Les pauses favorisent le défenseur, pas l'attaquant. Ce n'est pas seulement la guerre de l'Ukraine, c'est un avertissement. Toute armée reposant uniquement sur la masse est vulnérable. Toute doctrine ignorant les drones est obsolète. Toute force se déplaçant lentement sera vue et détruite. Le champ de bataille a changé définitivement. Les guerres futures seront menées par des réseaux. Les humains superviseront, les machines exécuteront. Les senseurs remplaceront les éclaireurs. Les robots remplaceront les troupes de choc. La vitesse remplacera la masse. L'adaptation remplacera la doctrine. Ceux qui ne s'adaptent pas perdront rapidement. Ceux qui s'adaptent survivront. L'Ukraine n'a pas inventé la guerre, elle l'a évoluée, par nécessité, par adaptation, par survie. Le système de zone de destruction n'est pas une arme, c'est un état d'esprit, une manière de penser le conflit, décentralisé, guidé par les données, implacable. L'ère de la masse s'achève, l'ère des systèmes commence. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur la guerre moderne et la stratégie mondiale.